Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, jeudi 16 février, avec vous pour commenter l'actualité et tenter de se mettre d'accord. Aujourd'hui, autour de cette table, Noémie Alioua, bonjour, essayiste, journaliste pour i24 News. Vous avez publié Les uns contre les autres aux éditions du CERF. Christian de Villeneuve, journaliste politique. Vous avez dirigé de nombreuses rédactions, dont celle du Parisien et du Journal du Dimanche, de Paris Match. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Bonjour Jacques. Salut et fraternité. À vous de même. Et Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Bon voilà, les oppositions ont-elles perdu leur boussole? C'est ce que dit Emmanuel Macron. Nouvelle journée de mobilisation. Ça fait déjà rire Jacques Miard. C'est une autocritique. Voilà. C'est une autocritique. 72% des Français contre la réforme des retraites. C'est en hausse selon notre baromètre IFOP fiducial, sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, qui est différent de ceux du BVA d'hier, qui disait que le soutien aux manifestations baissait. Bon, c'est à suivre. On va parler foot avec le cas de Noël Le Graët. Bref, beaucoup de sujets. Avec vous, Noémie, on va commencer sur un sujet un petit peu différent Valérie, qui nous sort de l'actualité. C'est la première fois que je fais un coup de cœur. Ah, écoute, c'est l'effet Saint-Valentin. Tout à fait, ça doit être ça. Voilà. Oui. Absolument. Alors, quel est votre coup de cœur? Vous savez, on a l'habitude souvent, on condamne les réseaux sociaux comme abrutissants, chronophages, addictifs. Moi-même, je le fais assez souvent. Mais c'est vrai qu'ils font aussi naître de très belles histoires. Et donc, c'est l'histoire, aujourd'hui, je vais vous raconter rapidement l'histoire de Justina Miles. Elle est chansigneuse et c'est elle qui a doublé la chanteuse Rihanna au Super Bowl. Tout le monde a vu le costume de Rihanna rouge, on l'a vu chanter, etc. Mais il y a une autre femme qui a crevé l'écran ce jour-là. C'est donc Justina Miles, sans un mot, mais juste avec les signes. Elle a mis tout son cœur, tout son corps à l'ouvrage et elle a littéralement enflammé la toile. Son interprétation en langue des signes a fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il a été vu des millions de fois, ce qui a évidemment permis de mettre un coup de projecteur au chant-signe. Donc, cette façon d'interpréter avec la langue des signes la chanson. Je l'ignorais aussi parce que c'est la première fois que le show du Super Bowl est interprété en langue de signes. Donc voilà, on peut féliciter le fait de mettre un coup de projecteur sur cet handicap dont on parle assez peu. Et voilà, c'est une belle façon de montrer aussi qu'il est possible d'intégrer tout cela. On continue avec vous, Pascal. C'est un coup de cœur pour les femmes. Pour les femmes et notamment pour cette tendance, alors je ne sais pas si c'est déjà une tendance, mais en tout cas une deuxième occurrence d'une première ministre qui démissionne, là, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui a démissionné après la première ministre néo-zélandaise en disant que finalement elle se sentait plus l'énergie, le potentiel nécessaire pour défendre les intérêts de son pays. Et je trouve ça assez exemplaire, effectivement. Alors c'est pas forcément très étonnant que ce soit des femmes. En tout cas, j'ai cherché dans ma mémoire d'ancien journaliste politique des exemples, mais Christian de Villeneuve me sera certainement plus calé que moi encore. Mais à part Jacques Delors, moi, je sais pas si c'était du courage là. C'était mais bon, qui a peut-être un peu eu ce réflexe là de dire j'ai plus quand même l'énergie, je peux plus faire face. Je pense surtout qu'il a dit qu'il n'a pas été candidat parce qu'il pensait qu'il ne serait pas soutenu par le PS dans l'exercice de ses fonctions. Il y avait effectivement aussi certainement l'opportunisme. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'hommes qui aient renoncé à ses fonctions politiques. Noémie, je vous laisse terminer peut-être. Oui, enfin, en tout cas, je trouve beau à la fois que on sache dire, et ce qui est vraiment très peu fréquent, en tout cas en France et dans pas mal d'autres pays, qu'on sache dire, voilà, ce métier est un métier tellement énergivore et un métier tellement exigeant, qui demande d'être tellement au taquet en permanence, que peut-être qu'à certains moments, on n'est plus en mesure de le faire convenablement. Et donc, ça, je trouve ça bien, parce que être homme ou femme politique, effectivement, c'est un dévouement de chaque instant, ça doit l'être en tout cas, et on peut peut-être pas faire ça éternellement, enfin selon sa nature et la personnalité de chacun. Et deuxièmement, je trouve ça évidemment assez
non étonnant que ce soit des femmes qui le fassent et que les femmes ne s'accrochent pas au pouvoir. On fera peut-être une transition avec Noël Le Graët tout à l'heure. Oui, Mais Enfin, il ne faut pas exagérer non plus, parce que... Jacques Miard. je savais que Jacques allait... Jacques Miard. Non, mais enfin, je trouve que la remarque est facilement discriminatoire. Pourquoi ? Parce que vous avez des maires qui jettent l'éponge parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont attaqués, etc. C'est la ligne du Parisien. Il y a un moment, la nature humaine reprend le dessus. Et c'est pas parce que les femmes sont plus faibles, c'est pas vrai. Pas Parce plus que, faibles. Madame j'ai pas dit ça. Plus Non, encline à mais vous accepter leur l'avez- faiblesse. C'est implicite. En disant, Non, ça non. m'étonne pas que ce soit des femmes. Non, Non, c'est c'était pas dans ce voulais dire sens-là. qu'elles Je pense étaient qu'au plus contraire, honnêtes et moins accrochées au pouvoir. C'est En ça. tout cas, Ce n'est pas pour- vrai. Ce n'est pas vrai. Madame Thatcher est restée au pouvoir comme Madame Merkel. Alors, vous avez autant d'exemples, je dirais, Contraires. controversés et contraires. Alors, Noémie. Alors, non, c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez. J'ai vu la vidéo effectivement de cet adieu déchirant. Elle est extrêmement émouvante, cette femme. On la sent au bout du rouleau. Elle explique qu'elle n'arrive plus à avoir une vie. Elle n'arrive plus à marcher. Elle ne peut plus sortir simplement pour marcher, pour voir ses amis, pour prendre un café. Elle n'a plus le temps en fait de respirer. Et c'est vrai que c'est assez rare ce niveau d'acceptation. C'est vrai que pour être Premier ministre des d'aveu. Écossais, il faut le faire. C'est assez. Non, non, mais- c'est vraiment déchirant comme Non, mais je crois- témoignage. Et juste, moi, je pensais quand même à Benoît XVI. Oui. Premier Oui. pape, alors il n'est pas français, mais malgré tout, on se souvient, Oui, le mais premier enfin, pape il a était, démissionné en 6 siècles. Poussé un peu par la maladie quand même. hein. Oui, mais enfin, il l'a fait, il aurait pu rester jusqu'au bout, Moi, comme je- certains le font. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui quittent, beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques qui quittent le terrain politique parce que le débat est devenu trop violent, ouais. trop brutal, et le manque de reconnaissance aujourd'hui des électeurs. Je veux dire, Jacques peut en parler. Hein, je veux dire, vous êtes Ah bah, maire, moi, être maire, Ouais. être élu aujourd'hui, c'est un vrai sacerdoce, et c'est pas du tout considéré comme tel par la population. Ah, bien Qu'est-ce sûr, que- c'est beaucoup ouais. plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Miard, vous qui avez bourlingué? Écoutez, alors là, il ne faut pas généraliser, Ouais. parce que moi, j'ai des ennemis politiques, des adversaires politiques. Oui. parce que Vous ennemi reprenez n'est le pas terme de Marine Le Pen. Et, non. Et il est évident que les gens reconnaissent, que la fonction de maire est une fonction très importante, et même mes adversaires politiques reconnaissent que je ne suis pas un paresseux dans les fonctions que j'ai Non, Parce que c'est toi. remplies. Voilà. Évidemment, Voilà. il ne s'agit pas de remettre en question vos compétences, mais Non, il y a non. quand même une ingratitude Non, terrible de c'est la pas part les- des électeurs de c'est pas façon les générale. compétences. Et la preuve en est que lorsque vous regardez les vocations Oui, des Iowa. élèves dans les écoles prestigieuses, disons, eh bien, ils n'ont plus envie de se diriger vers des carrières vers des carrières de politique. C'est beaucoup Exactement, trop, exactement. c'est beaucoup trop ingrat. On va reparler des femmes avec vous, Christian de Villeneuve, dans un instant. Jacques Miard, vous aviez un coup de gueule en ce qui concerne les Yvelines. Oui, bon, alors c'est très simple, c'est l'insécurité qui gagne chaque jour. Et ce qui me met en pétard, c'est que hier, il y a un excellent article, vous les avez vus de 2 pages dans Dans le un Figaro. quotidien du matin, Dans le Figaro, oui. Et Sur les donc, mineurs migrants qui sont hors de les mineurs contrôle. migrants. Mais lorsque l'on fait le point, et je l'ai fait hier avec toutes les autorités de police qui sont concernées par ce problème, ils sont très souvent, je dirais, dans l'impossibilité de régler le problème. Et donc, c'est un problème d'effectifs, c'est un problème de suivi judiciaire. Et donc, si on ne modifie pas notre législation au niveau national, eh bien, on sera toujours dans la même situation. Quelles que soient les compétences des policiers qui arrêtent effectivement Ouais. un certain nombre de mineurs ou même de délinquants et qui, le lendemain, les retrouvent dans la nature et qui commettent à nouveau des délits. Donc, c'est un problème qui devient lancinant, et si on ne prend pas, je dirais, toutes les mesures, et ça passe notamment par une révision de la Constitution sur l'article 66, il faut que ce soit des mesures administratives pour pouvoir expulser les gens qui sont bien évidemment en situation irrégulière. Et j'ajoute qu'il faut qu'il y ait une réponse au niveau de l'Union européenne, parce que là encore, c'est complètement antinomique, avec des ONG qui vivent bien évidemment d'un pseudo-humanisme et qui n'a rien d'humanisme et qui remplit le tonneau des Danaïdes. Mais vous assistez à quel type, vous, de délinquance Mais tout azimut, vous avez des cambriolages, les cambriolages dans les Yvelines
augmente fortement. Voilà. Et donc, bien évidemment, vous avez des montants en l'air, en pleine journée, par exemple 18h ou 19h, et qui vont, je dirais, grimper par les balcons dans un certain nombre de résidences. Et bien évidemment, on appelle nos concitoyens à fermer les portes, à appeler la police immédiatement lorsqu'il y a suspicion, pour pouvoir au moins prévenir. Mais ça ne suffit pas, parce que ça peut se répéter immédiatement le lendemain ou le surlendemain. Ouais. Et, effectivement, cet article hier dans le Figaro était très intéressant sur ces migrants mineurs isolés en particulier, puisqu'ils sont quasiment garantis d'impunité, qui sont hors de contrôle aujourd'hui et contre qui la police ne peut rien. On va marquer une petite pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de Noël Le Graët, on va parler de la grève. À tout de suite sur Sud Radio. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Pascal Bataille, Noémie Alioua, Christian de Villeneuve et Jacques Miard. Stéphane, Noémie vous dit c'est déjà fait au Hellfest et sur de nombreuses scènes métal, la traduction en langue des signes, ils sont toujours en avance les métalleux, donc voilà. Bravo à eux. Voilà, petite réflexion. Et moi je vous conseille la lecture dans le Parisien de ce matin d'un article sur le trafic d'espèces et de viande de brousse. Je ne sais pas si vous avez lu cet article, Jacques Miard. Au terminal 2 de Roissy, la douane intercepte chaque semaine dans les bagages des dizaines de tonnes, 30 tonnes par semaine de viande de brousse et même parfois des animaux vivants. Et ils sont assez désespérés, les douaniers, parce que donc ils passent des bagages, vous savez, au rayon X, et ils trouvent parfois des singes sanguinolents. Et c'est vrai que 30 tonnes par semaine, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, c'est absolument colossal, et surtout ils s'inquiètent des contaminations. Le chef des douanes depuis 11 ans est fonctionnaire, pourtant toujours tenu au devoir de réserve, ne fait pas dans la dentelle, nous dit le Parisien. Avec ce qu'on voit tous les jours, on se dit qu'on est foutu, des pangolins toutes les semaines, des chauves-souris, des primates, bref des animaux qui peuvent transmettre des maladies à l'homme comme les coronavirus, Ebola, etc. On n'a rien retenu du Covid. Mais ça va où? Oui, c'est ça. C'est un réseau. C'est des gens ça vient d'Afrique principalement, et c'est pour l'alimentation. C'est pour se nourrir. C'est un trafic. Les douaniers connaissent les destinataires, donc les douaniers devraient agir contre les destinataires. Oui, mais même ce sont des bagages accompagnés. Ce sont des gens qui voyagent avec ça, puisque une des mesures, ce serait de limiter à 23 kilos. Ils sont arrêtés. Ils ont qu'à les arrêter. Et surtout les traduire en justice, parce que la douane a des moyens de le faire, donc il faut agir. Et quand ils en auront gaulé quelques-uns avec des amendes qui seront de plus en plus fortes, voire même des peines de prison, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'ils auront compris. Oui, ils sont. Alors, on nous explique que c'est plutôt un trafic que de la popote de mamie qui veut cuire du singe. C'est vraiment des animaux qui sont vendus. Il y a des reptiles, il y a des poissons. Enfin, il y a tout un tas de choses, et beaucoup arrivent vivants. Mais ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur l'impunité, sur les tribunaux engorgés. Enfin, il y a un moment, c'est quasiment impossible d'agir. C'est à la fois monstrueux et irresponsable. Monstrueux parce que c'est des animaux qui ont une vie. Et voilà, on peut pas supporter l'idée qui souffrent, qui soient enfermés dans des valises pendant des trajets extrêmement longs. Vous avez dit que certains saignaient. Enfin, c'est monstrueux humainement. Non, moi j'ai été très 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 choquée par ça. C'est totalement irresponsable parce qu'on a vécu le Covid. Il y a la planète qui s'est arrêtée pendant des mois à cause d'une infection généralisée. Donc, ce serait. Non, j'étais très très frappée par cet article. Je vous recommande la lecture. Alors, Noël Le Graët, c'est. Non, c'est pas Noël Le Graët. Vous avez un coup de cœur. C'est encore une femme. Voilà, c'est encore une femme. Voilà. Oui, Christian de Villeneuve. C'est un coup de chapeau à notre ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Madame Amélie Oudéa Castéra, c'est ça. Arrivée au gouvernement en mai dernier, elle montre, je crois, une force de caractère, une grande détermination, une grande fermeté dans l'exercice de ses fonctions. J'en veux pour preuve. Elle a entrepris de mettre de l'ordre dans les deux plus grandes fédérations sportives françaises, c'est-à-dire celle du rugby et celle du football. À la fédération
de rugby. Elle a pour le moins contribué à la démission du directeur général de la Coupe du Monde qui était mis en cause pour harcèlement moral. Voilà. Toujours dans la fédération de rugby, elle a fortement contribué à la sortie de Bernard Laporte, qui était englué dans les affaires et qui a même été condamné en première instance. Et puis maintenant, en pleine actualité, à la fédération de football, elle a pour le moins, fortement contribué à la mise en cause de Noël Le Graët, qui est quand même, c'est pas rien, est mise en cause pour harcèlement moral et sexuelle. Voilà. Ben, alors, cela dit, Madame Oudéa Castéra n'est pas seulement une coupeuse de tête. C'est intéressant la démarche qu'elle a, puisqu'elle veut profiter des Jeux Olympiques pour placer le sport au centre de la transformation de la société, en développant le sport, la pratique du sport à l'école, dans les entreprises, à l'université. Elle y voit un moyen de lutter contre la sédentarité et la domination des écrans. Je crois que si les Jeux Olympiques sont une réussite en France, je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Madame Oudéa Castéra. Mais si, il y a beaucoup d'hypothèses. Pour une fois qu'on a une ministre qui sort du lot, elle sort du lot. Tout n'est peut-être pas perdu. Mais enfin, faut pas exagérer. Le problème, c'est que les Jeux Olympiques, je peux vous dire, moi, je reste pas à Paris, je m'en vais, parce que ça va être un bins innommable. Absolument. Oui, non, ça va être très, très compliqué. On l'a vu avec l'interpellation de la présidente d'une association de handicapés, ce qui a interpellé les autorités en disant qu'on ne pourrait pas accueillir les visiteurs handicapés en situation de handicap. C'est énorme. Bah oui. Oui, donc il n'y a pas à Paris. Donc on avait l'autre jour Lamia El Harraj qui me disait en off que etc. Mais je pense qu'il y a un problème d'infrastructure et d'accès. Vous voyez bien, le métro n'est pas accessible. Il y a un certain nombre d'endroits qui ne sont pas accessibles aux handicapés, aux personnes en situation de handicap. Donc c'est pas gagné. Noël Le Graët se défend. Lui, ce matin, il dit qu'il restera. Son avocat dit qu'il n'y a rien dans le dossier, qu'il n'y a qu'un SMS dans lequel il dit bonne soirée sans moi. Je crois que c'est un peu triste. Je crois que c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour le football français, mais il fait partie de ces gens qui jouent le match de trop. Je veux dire, il est quand même un certain âge. Et puis les accusations, elles sont assez graves. Elles viennent de beaucoup des salariés qui le considèrent plus comme un interlocuteur valable. Et puis il y a des dérives qui sont d'ailleurs affichées, qui sont dénoncées clairement, non seulement sur les SMS douteux, sur le comportement, sur la consommation excessive d'alcool. Enfin voilà. Donc, c'est un peu triste de voir cette situation. Il a dit qu'il ne prendrait pas sa décision sous la pression, sauf qu'il risque quand même d'y être obligé. Je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait rester en poste encore longtemps. Le Figaro, ce matin, explique que la sortie est inéluctable. Ses proches, il paraît-il, lui conseillent de démissionner, et lui ne veut rien entendre. Il est dans le déni. C'est plutôt triste qu'autre chose. Oui, c'est une fin de carrière... C'est assez pitoyable, malheureusement. Il y a un manque de dignité évident quand même, de sa part. Et puis, on voit bien que depuis quelques mois, la pression qu'il subit n'arrange pas les choses avec des déclarations à l'emporte-pièce complètement inacceptables. Enfin bon, il est vraiment largement temps de tirer sa révérence. Vous êtes d'accord, Jacques Miard ? Moi, je ne vais pas prendre parti sur un sujet dont je ne connais pas le dossier. Je me méfie toujours, je dirais, du moulin médiatique haro sur le baudet. Mais en l'occurrence, c'est à lui de prendre une décision et il devra la prendre, ça c'est clair. Mais moi, je ne vais pas juger. Non, on n'a pas je vais reprendre la phrase du pape. Qui suis-je pour juger ? À suivre donc cette affaire Le Graët. Outre le jugement, il y a quand même un rapport qui est accablant, avec des éléments. Et ce rapport qui est issu de sa propre corporation juge qu'il est illégitime pour continuer à gérer la FFF. Juste un mot sur le rapport qui a été remis. On en a parlé ici sur le Stade de France, sur le chaos du Stade de France. Il n'y a toujours pas de responsabilité. Et c'est bizarre, là,
responsable. Hein. Le Bah, c'est les ministre Anglais, ne hein. démissionne pas. Bah hein. oui, Oui, mais le préfet de police a été viré quand même. oui. Oh, mais, tu parles, oui. Le préfet de police, c'est surtout Darmanin qui était venu à l'antenne raconter que c'était la faute, Bah bien oui. sûr, des Anglais. Non, mais tout ça passe. Vous avez quand même Le Monde de 2 pages qui vous a mis le rapport qui est quand même assez violent sur les dysfonctionnements. Et il y a personne, il n'y a jamais de responsable. Quelle honte, Ouais. quelle honte. Moi, j'ai vraiment en tête les images du ministre de l'Intérieur de Oui, l'époque, bien Gérald sûr. Darmanin, qui effectivement... De l'époque et toujours aujourd'hui. Et Hein. tout à fait, et qui s'en prenait aux Anglais, alors que les Anglais déjà qui étaient venus, ils s'étaient eux-mêmes fait racketter, voler, certains n'avaient pas pu rentrer alors qu'ils avaient des places, etc. Quelle honte, quelle honte à l'international, j'ai pas de mots. Oui, mais vous avez un ministre de l'Intérieur qui sait faire du trapèze. Voilà. Il est habile, voilà. Il est souple et habile. Donc il sait faire du trapèze. La réforme des retraites, la NUPES qui retire encore des amendements, le RN qui dépose une motion de censure que ne soutiendra pas la NUPES et en tout cas LFI. C'est ce qu'a dit Clémentine Autain. J'entendais Marine Le Pen ce matin qui disait « Moi, je défends l'intérêt général ». Est-ce que vous comprenez que LFI ne vote pas cette motion de défiance, motion de censure face au gouvernement? Ça vous laisse tous Moi, je sans pense voix. je considère qu'ils se moquent du monde, très clairement, et de leurs électeurs en premier. D'abord avec le fait de retirer des amendements qu'ils ont pourtant travaillé, écrit et préparé. Alors, soit ces amendements, ils sont en train d'avouer que c'était vraiment de l'obstruction parlementaire et que ça n'avait pour seul but que de retarder les débats, soit ces amendements étaient utiles, et dans ce cas, il ne faut pas les retirer. Mais je pense que la manœuvre est quand même un peu grossière. Et ensuite, ne pas voter une motion de censure parce qu'elle émane du Rassemblement national, alors qu'ils sont opposés à ce gouvernement et en particulier à cette réforme des retraites, là non plus, il n'y a pas de cohérence. Ouais. Moi, je trouve qu'on Noémie. touche les limites de leur opposition, justement. Et d'ailleurs, c'est très intelligent de la part du Rassemblement national Oui, de bien faire ça. C'est C'est-à-dire, très habile. C'est habile. est-ce que vous êtes dans l'opposition ou est-ce que, d'une certaine façon, vous êtes des alliés de Macron? Parce que là, on parle du fond d'un texte contre lequel vous vous êtes toujours battu. Et donc, quelque part, le Rassemblement national met la France insoumise au pied du mur. Et bon, j'ai vu que là, la France insoumise, la NUPES plus largement, n'allait sans doute pas la voter. Et Moi, c'est intelligent. honnêtement, je ne comprends rien à la stratégie de NUPES. Parce que hier soir, ils ont retiré, je crois, 1000 amendements. Ça correspond à quoi? Parce qu'il en reste 11 000. Alors sinon, est-ce qu'ils essayent d'améliorer leurs relations avec les syndicats qui, eux, sont favorables à ce qu'il y ait un vote sur l'article 7, soit ils retirent leurs 10 000 ou leurs 10 000 amendements, soit ils ne font rien. Enfin, moi, je ne comprends rien. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une attitude C'est aussi... beaucoup de cuisine politicienne. Oui, c'est beaucoup de cuisine, c'est ça. politicienne. Mais d'un point de Je vue pense que les strictement Français stratégique, détestent ça. qui repoussent les Français à s'intéresser à la question. Ouais. Bah, évidemment, c'est mais dévastateur. d'un point de vue vraiment aussi de l'image, je pense que là, le Rassemblement national joue vraiment un coup. C'est-à-dire qu'ils montrent qu'ils sont dans le débat parlementaire, qu'ils s'opposent dans le débat parlementaire, alors que la NUPES n'a fait que bordéliser l'Assemblée nationale, pour reprendre les termes du ministre de l'Intérieur. Et donc là, ils montrent qu'ils s'opposent fermement dans le cadre du débat parlementaire. C'est exactement ce qu'ils font. Et donc, ils continuent à bâtir leur respectabilité démocratique en s'opposant donc dans les règles de l'art. En tout cas, sur le coup, c'est bien joué pour encore Ça leur bâtir, permet surtout de revenir dans le jeu. Parce qu'ils ont été absents du débat. Hein. Et moi, je pense que le RN a quand même beaucoup de difficultés à être perçu comme un parti de gouvernement. Bah, pourtant, c'est ils sont en train de gagner du terrain. Mais dans un de nos sondages IFOP fiducial pour Sud Radio, on voit que le RN est le premier parti d'opposition pour les Français. C'est très très loin devant les LFI. autres. Devant LFI, n'en parlons pas, et même devant les LR qui sont à 18. Et je crois que, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 38 ou 40%, on va retrouver là dans un instant. Jacques Miard, vous en pensez quoi, vous, de cette... Je pense que malheureusement, le grand défaut des politiques aujourd'hui, c'est l'incohérence. Oui. La cohérence politique, que vous soyez pour ou contre, c'est de garder une ligne politique et de la mettre en œuvre. Or, donc, aujourd'hui, les NUPES sont tombés dans le piège et par leur extrémisme sectaire, je pèse mes mots, Bien sûr. ils vont se retrouver gros gens comme devant. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est bien joué de la part du Rassemblement national, mais il n'en demeure pas moins que les autres
fuient ce qui devrait être la logique même de leur opposition. Et donc, ils sont dans l'incohérence, et les Français ne pardonnent pas l'incohérence. Oui. Je peux vous dire qu'ils sont vent debout contre des gens qui sont pas, je dirais, qui ne tiennent pas leur ligne politique. Eh bien, voilà, c'est tout. Ils passeront à la trappe tôt ou tard. Parce que quand vous écoutez effectivement Marine Le Pen, c'est du bon sens de dire, bah voilà, si on veut pas de la réforme des retraites, il faut voter cette motion. Mais il y a un manque d'intelligence politique terrible de la part des Insoumis, notamment de la NUPES plus globalement, un mépris aussi total pour les électeurs. Ils ne sont que dans l'hystérie et le calcul politicien et de calcul politicien à la petite semaine qui en fait est très dévastateur pour l'image du politique en général dans notre pays. Alors, je vais poser la question à une auditrice, Véronique, qui nous dit vous, les médias, vous diabolisez la NUPES du matin au soir. Véronique, vous êtes contre cette réforme des retraites. Est-ce que vous comprenez que LFI, la NUPES, refuse de voter une motion de censure avec le Rassemblement national? Est-ce que le but, c'est pas de faire tomber cette motion de censure, cette réforme des retraites et le gouvernement? Enfin, je veux dire, c'est incompréhensible. Vous, Véronique, vous dites je suis contre la réforme des retraites, mais je soutiens la NUPES qui refuse de censurer le gouvernement. Pour moi, c'est illogique, c'est incompréhensible. Donc j'aurais bien que vous me répondiez, vous qui soutenez la NUPES et LFI, comment vous comprenez ça? Sauf à ce que la crainte soit celle d'une dissolution et d'un nombre moins important. Mais là, on retombe dans la cuisine politicienne, c'est pas l'intérêt général. Non, mais parce que la NUPES, peut-être, à calculer, parce qu'il y a de telles dissensions aujourd'hui au sein de la NUPES, y compris avec les partenaires. Y compris avec le partenaire. Vous avez vu ce que Chassagne a tiré au bonnet rouge sur les propos d'un des membres de la NUPES traitant le ministre d'assassin. Vous avez ensuite le PS qui commence à branler dans le manche. Donc, à mon avis, l'aventure NUPES... Et donc, il est possible qu'ils se disent, si jamais ça tombe, on se retrouve devant les électeurs et on passe à la trappe. Exactement. Oui, non, mais c'est tout à fait... C'est pour ça que Macron pourrait intervenir en essayant de mettre fin, de sonner la fin de la récréation en disant si l'Assemblée nationale est incapable de jouer le jeu de la démocratie, eh bien on retourne devant les électeurs. Absolument. Je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'Emmanuel Macron c'est le grand gagnant de toute cette histoire. Non, pas forcément. Il a rien à faire, Emmanuel Macron. Il a son opposition qui n'est pas réunifiée, qui ne fait que s'opposer entre elles. Il gagne tout là dans l'affaire. Je peux vous dire qu'il y a une telle colère contre Macron dans le pays que si jamais il dissout, il se retrouve à poil. Oui, mais je pense qu'il n'a pas de raison il n'a pas envie. Mais je suis pas sûr il a une opposition qui n'est pas réunifiée, donc il n'a pas de bloc contre lui. C'est tout ce qui est en train de se passer là. Qui décideront, cette opposition des oppositions, il en sort le grand gagnant. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Non, il n'y a pas d'élection. Alors Véronique me répond, elle me dit oui, car elle ne passera pas. Apprenez à compter. Bah si, au jour d'aujourd'hui, comme on dit. L'article 2 a bien été rejeté. Donc vous dites vous qu'elle peut ne pas passer au Parlement? Oui, il y a peu de chances que ça ne passe pas. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Alors il y a un petit débat sur Facebook. Gilles, Véronique, en général, je suis d'accord avec vous, mais pour une fois, je ne suis pas d'accord. Quand Véronique nous dit que ça ne passera pas mécaniquement. Une autre auditrice nous dit la NUPES nous a trahis. Vous disiez tout à l'heure, Noémie, que Emmanuel Macron serait le grand gagnant de tout cela. Mais c'est certain, c'est-à-dire que s'il avait une opposition qui était réunifiée, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que la NUPES et le Rassemblement national doivent absolument s'entendre sur tout. Mais là, ils s'entendent sur quelque chose de fondamental, c'est-à-dire l'opposition à la réforme des retraites. Oui. Et donc, ils devraient, normalement, ensemble, voter cette motion de censure. S'ils ne le font pas, c'est Emmanuel Macron qui est le grand gagnant de toute cette histoire. Avec Marine Le Pen. Ça me fait pas forcément plaisir d'avoir avec Marine Le Pen. Stratégiquement, elle montre que c'est elle l'opposition, exactement comme d'ailleurs les Français l'ont bien compris, puisque vous avez cité ce sondage Sud Radio qui montrait bien que les Français avaient jugé que l'opposition la plus crédible était le Rassemblement national. Et ça se vérifie et ils continuent de le prouver encore une fois au sein des débats parlementaires. Jacques Méhard, vous pensez que Emmanuel Macron sera le grand gagnant? Les comptes, à mon avis, tel que je connais aujourd'hui mes amis et mes compagnons du LR, je crois qu'ils y regarderont à deux fois avant de voter une motion de censure. Et donc, c'est possible que l'addition du RN
plus éventuellement de la gauche, n'aboutissent pas à une majorité pour renverser le gouvernement. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ce qui risque de se passer, c'est la colère qu'il y a dans le pays à l'encontre du gouvernement et de Macron en particulier, et que toutes celles et tous ceux qui vont porter, je dirais, un apport au gouvernement risquent de le payer très cher parce que tôt ou tard, on va avoir une dissolution. Peut-être pas sur ce point, mais celles et ceux, parce que je le vois bien, aujourd'hui, c'est le rejet de Macron qui est prédominant dans le pays, quel que soit, je dirais, le motif. Donc, quand il va y avoir une dissolution, parce qu'il y aura une dissolution tôt ou tard, à ce moment-là, celles et ceux qui seront apparus comme des soutiens du président de la République le payeront cher. Et Jacques, vous avez dit ça à Éric Ciotti? Oh, mais moi je le dis, vous savez, je n'ai pas pour habitude de la fermer. Oui, je sais. Moi, je n'ai jamais été un clone, et notamment me mettant au garde à vous devant quiconque. Donc, je regarde la situation et il faut qu'ils fassent attention. Je le dis à mes petits camarades, ne croyez pas que ça va être un long fleuve tranquille. Et donc, regardez-y à deux fois. Il me semble quand même que la colère est quand même relativement maîtrisée pour l'instant. Oui, c'est-à-dire qu'on voit une opposition frontale. Les sondages d'opinion montrent que les Français sont contre cette réforme des retraites. Mais dans la rue, il y a des manifestations, il y a des grèves, etc. Mais on voit que ça reste dans des proportions qui sont pour l'instant tout à fait gérables par le gouvernement. Il y a ce paradoxe dans notre balise. Attendez le 7, madame. Vous pensez que le 7, je pense que... le problème, c'est que effectivement, c'est ce que j'ai mis hier dans un communiqué, ce n'est pas en tournant autour des murailles de Macron comme à Jéricho que ça va tomber. Mais si le pays est paralysé véritablement, alors là, vous aurez un changement d'attitude. Je pense que ce sont des menaces. On ne gouverne pas de cette manière. Mais... je pense qu'ils ont intérêt de toute façon à trouver une solution avant le 7, parce que le risque qu'il n'y ait pas grand monde dans la rue existe aussi, et auquel cas ils se décrédibiliseraient. Je pense que Pascal Bataille. Oui, ce sera le juge de paix un peu ce 7 mars pour voir si ce mécontentement qui existe et qui est indéniable, cette colère qui existe et qui est indéniable également, se traduit par un vrai mouvement. Je me rappelle il y a quelques semaines avant Noël, on avait fait un débat ici, Valérie, sur est-ce qu'il faut s'attendre à une résurgence des mouvements des Gilets jaunes. On craignait à ce moment-là, effectivement, qu'il y ait un vrai mouvement de protestation populaire dans les rues et de blocage, etc. Et ça n'est pour l'instant pas le cas. Mais il y a une forme de résignation. Quand on voit encore une fois cette balise, ce sondage IFOP fiducial, donc ils sont contre. Quand on leur pose la question avec laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus d'accord, sera voté et appliqué 66%, sera finalement retiré 34%. Et autre question qui... Oui, parce que dans ce sondage, dans la résignation, ce qui est important, c'est qu'il y a quand même 40% des électeurs de LFI qui sont résignés, qui savent Absolument. que c'est... Et chez les ORN, 65%. Moi, je suis étonné par tes propos, Jacques, parce que la mobilisation, elle est évidente, mais elle va commencer à s'effriter, et on va le voir aujourd'hui. Et d'autre part, dans les sondages de popularité, on ne peut pas du tout dire que Macron dévisse. Moi, donc, je veux dire, la France de la population, les classes moyennes considèrent effectivement qu'elles sont perdantes avec cette réforme, mais je ne suis pas convaincu du tout qu'elles soient prêtes à bloquer le pays, sachant que la réforme passera de toute façon. Oui, alors, Christian, je veux dire, il est évident que c'est une accumulation qui va se produire. Parce que derrière, il y a d'autres problèmes qui vont arriver. Il y a la politique internationale, il y a l'inflation qui, contrairement à ce que raconte le banquier central, ne va pas s'arrêter. Bref, tout ça, ça va s'empiler. Et tôt ou tard, à un moment, il va y avoir une vérité, et je pense qu'il y aura une dissolution. Donc c'est ça qui va se produire. Donc il ne faut pas juger cette affaire. Il est possible que ça passe, parce qu'effectivement, c'est un problème de calcul et que l'Assemblée aura le dernier mot. Mais il n'en demeure pas moins que l'accumulation de ces frustrations, il y a un moment, les soldes, je dirais, l'addition sera payée.
Oui, non mais possible. Noémie ? Oui, en fait, on a l'impression aussi, peut-être pour prendre un petit peu de recul avec tout ça, qu'on est en train de se perdre dans de la politicaillerie totale, alors que, ça. et vous l'avez évoqué, c'est important, ce qui compte pour les Français, c'est aussi le quotidien et c'est les questions économiques et sociales. Tout simplement, l'inflation, c'est ça qui préoccupe les Français au quotidien. L'augmentation des prix, quand ils vont faire leurs courses et qu'ils se retrouvent avec des prix exorbitants, c'est ça qui les obsède, c'est ça qui est leur première préoccupation. Donc là, on est en train de se perdre, si vous voulez, et les politiques qui sont censés les représenter à l'Assemblée nationale sont en train de se perdre dans de la machinerie politique, dans de la cuisine politique, qui est vraiment uniquement de la technique et de la stratégie, et en fait qui est ennuyeuse pour le commun des mortels, et ils oublient complètement les vraies questions qui, à mon sens, sont économiques et sociales. Je pense que, par exemple, le prix de l'essence, c'est quand même spectaculaire. On nous explique que les prix baissent, mais à la pompe, vous voyez pas du tout le prix baisser. Moi, j'ai encore pris, je crois, de l'essence hier à Paris à 2,22 €. Enfin, voilà. Bon, c'était à Paris. Hein. En Normandie, c'est mieux. En Normandie, c'est mieux. Mais et donc ça, effectivement, pour le citoyen, on nous raconte des balivernes, et surtout quand alors moi je suis bien loin de moi d'attaquer Total Énergie, mais quand on connaît les bénéfices qui approchent les 20 milliards, et que Pouyandet explique que si l'essence augmente trop, il va baisser, il va faire un effort, et l'effort n'a pas lieu. Et ça, effectivement, c'est meurtrier pour. Ils vous disent quoi, Jacques Méard, vos concitoyens, quand vous allez sur le marché à Maison Lafitte ? Ils disent effectivement que les prix s'envolent, et puis c'est tout. Ils ont ce sentiment-là, et même à Maison Lafitte, où on a une population qui est pas toute aisée, vous avez des gens, je le vois notamment dans les demandes des aides qui arrivent au CCAS. Donc on voit très bien qu'il y a une paupérisation de la société qui va tôt ou tard poser problème. Et dans cette affaire de retraite, il y a quelque chose qui manque et qui est fondamental à mes yeux, c'est la relance de la natalité en faveur des classes moyennes qui ont été massacrées par Hollande et Macron. Donc ça, c'est un point majeur. Et il n'y a rien dans ce projet de loi qui permette justement de revaloriser les allocations familiales pour relancer la natalité. Le reste, c'est de la littérature. Oui, non mais c'est... Sandrine Rousseau va dire qu'il faut que vous laissiez tranquille son utérus, Jacques. Oui, bon, on n'en a rien à foutre de Rousseau. Il n'y a qu'à la renvoyer, il faut la renvoyer au couvent ou ailleurs. C'est effectivement ce qu'elle a dit. Hein. Elle a eu cette phrase. Ah bon oui, elle a dit ça hier. Mais c'est une pauvre imbécile. Pas permis, sinon pas d'insulte. Et surtout que le besoin d'enfants, tel que je l'ai entendu d'ailleurs ce matin sur Radio Classique, la volonté d'avoir des enfants, on a une fécondité de 1,7, 1,8, mais la volonté, c'est 2,5, 2,6. Donc, vous voyez bien qu'il y a un moment, il faut aider aussi, je dirais, les familles à prospérer. Stéphane, un auditeur me dit, posez la question à chacun, que faut-il pour vous faire vous révolter, pour que vous descendiez dans la rue ? C'est une bonne question. C'est une vraie bonne question, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on a vu que le 80 km/h avait été le détonateur avec la hausse du prix de l'essence au mouvement des Gilets jaunes. On est à peu près à un niveau, au même niveau de prix. Je me rappelle, Valérie, que sur cette même radio, avant l'été, on craignait l'hiver. Absolument. On craignait complètement les coupures de courant, souvenez-vous, l'augmentation du prix de l'énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine, et qu'on pensait qu'il y aurait un détonateur à la rentrée. Il n'a pas eu lieu. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais manifestement, les Français sont quand même très résistants. Les choses se sont mieux passées que ce qu'on pensait. Ils ont fait des économies. Ils ont fait des économies, et puis il n'y a pas eu les grandes coupures de courant qu'on craignait aussi. C'est-à-dire que les scénarios apocalyptiques, finalement, n'ont pas eu lieu, ce qui est une bonne chose en l'occurrence. Mais il y a l'augmentation des prix. Il y a l'augmentation, et l'augmentation des prix. Et moi, ça m'inquiète. Je ne suis pas du tout un partisan de la chienlit, mais je suis inquiet de ce niveau de résignation, parce qu'un peuple résigné, je l'ai déjà dit ici, c'est un peuple qui ne vote plus, et c'est un peuple qui se laisse asservir. Et c'est grave qu'il n'y ait pas plus de réaction, je trouve, de la part
de la population. Ça veut dire aussi qu'il y a que la représentativité n'est plus là, que la représentation politique ne joue pas son rôle, et que il y a un mouvement de société où on assiste au délitement du collectif au profit de l'individuel. On le voit bien là, et on le voit bien, bien sûr, on le voit bien où en sont les syndicats, où en sont les partis politiques, et là chacun essaye de se trouver une solution pour son bonheur personnel, mais ne va plus rechercher dans le collectif. Alors, avant qu'ils descendent massivement dans la rue, je suis très perplexe. Alors, 9h45 sur Sud Radio, on se retrouve dans un tout petit instant. À l'instant, les députés communistes retirent tous leurs amendements jusqu'à l'article 7. Donc, il va y avoir là aussi débat pour savoir est-ce qu'il faut arriver rapidement à l'article 7 avant que ça ne parte au Sénat. On en parle dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Ok, il y a trop de... Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Alors, donc je vais vous demander de réagir effectivement à ce qu'on a appris à l'instant, c'est-à-dire que les députés communistes retirent tous leurs amendements jusqu'à l'article 7. Christian de Villeneuve, vous me disiez que ça va commencer à tirailler la NUPES. Hein. Parce que la NUPES est au pied du mur, parce qu'effectivement, si le PS a retiré également ses amendements, et les syndicats demande, ce que je disais tout à l'heure, à ce qu'il y ait un vote sur l'article 7. Donc, est-ce que la NUPES va laisser ou pas ces 11 000 amendements? Ouais. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a une grosse discussion à l'intérieur. Ils se sont réunis hier soir, mais moi, j'ai pas exactement le contenu de ce qui s'est passé entre eux, mais on sait que la NUPES est très divisée. Bien Donc, sûr. je pense qu'il est possible que, j'allais dire un des bienfaits, c'est pas bien, mais une conséquence de ce projet de loi sur les retraites, une des conséquences serait l'implosion de la NUPES. Oui, Jacques Miard, c'est possible. Mais il y a un autre problème qu'il va falloir, parce qu'il ne suffit pas de retirer les amendements. À partir du moment où il y a une motion de censure qui est déposée, elle va être discutée au bout d'un certain temps. Et je ne sais plus si on peut, à ce moment-là, continuer le débat. Je pense qu'ils peuvent continuer le débat, mais ce n'est pas du tout évident, parce qu'il faut attendre 48 heures avant de voter la motion de censure. Donc là, il va y avoir un problème de procédure parlementaire qui risque d'avoir un impact sur justement cette discussion, parce que l'article, c'est demain soir. Oui. Parce que le véhicule repart au Sénat. Ça passe au Sénat, ce qui est quand même un peu fort de café, que le gouvernement qui a dit que ce ne serait pas un problème de sécurité sociale, mais ça, c'est sa responsabilité politique qui risque de payer aussi. Ouais, alors on va voir, mais c'est vrai que la NUPES, elle en prend plein les mirettes là. Ouais. Mais ce matin, François Ruffin évoquait aussi le fait qu'il y ait des vacances parlementaires, alors qu'on est en train de discuter d'un texte important. Il y a des vacances la semaine prochaine, il n'y a pas de vacances ? À mon avis, ça, alors là, c'est ce qu'il a dit ce matin, en tout cas. Le président de la République peut très bien convier le Parlement à continuer le débat. Oui, et les vacances parlementaires, ça n'existe pas vraiment à partir du moment où le président de la République va convoquer le Parlement. Non, mais il n'a pas intérêt à le convoquer. Enfin, si. Donner du temps au temps, on ne sait pas trop. Soit ça pourrit, soit ça casse, ou ça passe. Oui, je sais pas. Donc le retrait de ces amendements, c'est un aveu d'obstruction à mon sens. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que tout ce qu'ils voulaient apporter comme modification n'était pas forcément nécessaire. C'était une façon d'obstruer le débat, c'était une façon de le prolonger, c'était une façon de pourrir les discussions et en tout cas de ne pas forcément vouloir ajouter du fond au sujet. Et là, c'est un aveu d'obstruction de la part de. Il y en avait que 350 de la part des communistes. La plupart ont été déposés par LFI. Donc, est-ce que la France Insoumise peut
Ils le font déjà, ils détricotent oui, au fur et à mesure. 2000, il faudra, on a entendu. Mais je pense qu'ils vont le faire. Il faudrait ils vont se rendre compte qu'ils ont pris une mauvaise stratégie, que c'était une mauvaise idée. Ils vont se rendre compte qu'il y a urgence, effectivement. À partir de demain soir, c'est finito pipo. Ils doivent envoyer au Sénat le projet. Donc de toute façon, il leur reste très peu de temps. Il faut se concentrer sur l'article 7. Peut-être on rappelle ce que c'est que l'article 7. C'est donc l'article qui est concentré sur l'âge légal de départ à la retraite. C'est évidemment le cœur de cette réforme des retraites. Il va leur falloir du temps pour en discuter, pour en débattre. Ils en ont très peu, donc je pense qu'il va y avoir de la part même de la France insoumise un aveu de faiblesse, et ils vont finir par retirer, je pense, une grande part de leur amendement. Oui, et Stéphane demande, dans le cas où c'est juste l'article 2 qui est voté et pas les autres, quelles sont les conséquences pour toute la loi ? Est-ce que, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Ben non, on poursuit l'examen. On passe aux 3, 4. Ouais. Il y a un article qui est réservé, etc., qui va revenir dans l'histoire de la navette, et que le Sénat peut rétablir, parce que si ça passe au Sénat, ce sera le texte du gouvernement. Et donc, voilà. Donc là, il n'y a pas un problème. Il y a un article qui est tombé, dont acte, mais ça n'empêche pas le débat sur le reste de la loi, du projet de loi. Oui, oui. Non, mais je veux dire, la motion de censure peut être perçue aussi comme un système de s'opposer dans la mesure aussi, si la motion de censure est discutée vendredi, il y a quand même il y a Le Pen qui interviendra pour défendre cette motion de censure. Et il y aura forcément une réponse des différents partis politiques. Donc ça prend du temps, et donc ça obstrue la possibilité d'examiner le fameux article 7. Oui, non, aussi. Aussi, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Karine me dit, pour ma part, j'attends ma facture d'électricité le mois prochain. Dans les logements sociaux, les bailleurs augmentent les charges quasi mensuellement en prévision de ces augmentations. C'est catastrophique pour les personnes qui vivent, alors que de fait, si elles vivent là, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens. Donc effectivement, peut-être que les factures d'électricité vont peut-être déclencher quelques réactions dans tout ça. Alors on dit, bon, vous accusez les syndicats, rien de nouveau pour les chroniqueurs et journalistes, mais qui a encouragé la multiplication des syndicats pour s'opposer à la CGT. Alors, à savoir que dans un des sondages aussi, la CFDT est le syndicat qui a, je crois, le meilleur taux, le meilleur chiffre d'adhésion, en tout cas, chez les sondés. Oui, mais recule un peu. Ouais. Recule un petit peu, absolument. Recule un petit peu. Oui, alors Véronique a raison, me dit Mendy, vous vous réjouissez de taper sur la NUPES, parler de l'incompétence et de l'arrogance du gouvernement contre le peuple et de leur mépris du peuple. Bon, ça, ce sont des expressions, effectivement, qui... Alors aujourd'hui, il y a une grève qui visiblement est moins suivie, il y aura manifestation encore. Moi, je crois que c'est une grève qui ne sert à rien. Ouais. D'abord, on a l'impression que c'est un rituel. C'est un rituel, donc une fois par semaine ou 2 fois par semaine, on va manifester. Moi, je dirais que les conséquences de la journée aujourd'hui vont être peut-être négatives pour les syndicats, dans la mesure où les médias, excusez-nous d'exister, vont mettre l'accent sur le fait qu'il y a une moins bonne mobilisation. Et donc je pense que ça va desservir le propos défendu. Oui, c'est possible. Oui, les syndicats avaient trouvé une parade, c'est-à-dire qu'ils manifestaient le samedi, ce qui évite, comme vous le savez, de perdre en règle générale une journée. Mais Christian a raison, c'est que, à mon avis, ce qui va se passer, c'est le 7. Si le pays est vraiment bloqué, ça aura de l'impact. Mais je suis d'accord avec toi, c'est qu'à force, ça me rappelle, je vous le dis, je l'ai dit dans un papier, n'est-ce pas, on dirait que ce sont les syndicats qui tournent autour de la forteresse Macron, comme à Jéricho, en disant les murailles vont tomber. Non, elles ne vont pas tomber. Et donc, à mon avis, c'est un coup pour rien, c'est un coup qui peut se retourner contre eux, effectivement. Possible. Noémie, vous pensez? Je ne pense pas qu'il y aura une révolution le 7 mars. Je prends le pari, mais il me semble que, bien sûr, que cette réforme provoque des critiques et une opposition dans la rue et de la part des Français qui le montrent dans les sondages d'opinion, mais pas au point si vous voulez, de véritablement provoquer une révolution. J'y crois pas. Non, mais c'est l'accumulation qui va se produire. C'est l'accumulation des frustrations. Et à un moment,
ils seront dans une impasse. Le gouvernement sera dans une impasse. Est-ce que vous pensez que les députés LR, Jacques Mézard, pour conclure, peuvent changer d'avis sous la pression de la rue et de leurs administrés? La seule chose que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que les députés LR qui ont manifesté de voter cette réforme reçoivent une multitude de courriels leur disant « si vous votez ça, on ne votera plus pour vous ». Donc il y a une prise de conscience d'un certain nombre de gens et il y a des pressions qui sont faites sur les députés. Un député, normalement, il juge par lui-même et pas par la pression. Mais il n'en demeure pas moins que certains s'interrogent. Je ne sais pas ce qui va sortir du lot, mais il y a beaucoup de pression sur les députés LR pour ne pas voter cette réforme. Et vous feriez quoi, Jacques Mézard? Moi, j'aurais posé un certain nombre de points très clairs. Ouais. À partir du moment où il n'y a pas de relance de la natalité, à partir du moment où on ne s'occupe pas des classes moyennes comme elles ont été massacrées par Hollande et par Macron, ça, pour moi, ça passait pas. Mais et la pression des administrés, la pression de... La pression des administrés, c'est que eux, et Noémie l'a dit, c'est qu'il faut avoir, je dirais, la capacité de payer ses factures. Et donc là, je peux vous dire que, y compris les personnes qui sont aisées, commencent à trouver que l'inflation, elle porte. Ouais. Et donc on va avoir aussi des revendications salariales qui vont se développer en 2023. C'est évident, parce que c'est pas que ce soit pour la fonction publique ou que ce soit pour les salariés du domaine privé, il va y avoir des revendications salariales à l'envi. Oui. De la même façon que LFI joue très mal, je pense que les LR jouent très mal vis-à-vis de leurs électeurs en ce moment. Ouais. Absolument. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média et je vous souhaite une bonne journée et à tout de suite. Bonne journée. Au revoir. Arrivederci. Radio.